Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal de 19h en direct depuis Beijing. Nous ouvrons ce journal avec un crash en Russie. Un hélicoptère de transport Mi-8 s'est écrasé en Sibérie occidentale, faisant au moins 15 morts. Les procureurs du transport régional ont annoncé qu'à bord de l'aéronef se trouvaient 4 membres d'équipage et 22 travailleurs en provenance d'Ikarka, le domaine pétrolier de Vankor. L'agence de presse Interfax a annoncé que 7 personnes à bord de l'hélicoptère ont été transportées dans des hôpitaux locaux et des efforts sont entrepris pour dégager les autres de l'accident. Vankor ne peut être atteint que par hélicoptère ou en hiver par la rivière de Yenisei. Le domaine pétrolier est exploité par la compagnie Rosneft par l'intermédiaire d'une filiale. Le copilote de l'avion militaire russe abattu par la Turquie à la frontière syrienne a démenti avoir traversé l'espace aérien turc, ne serait-ce qu'une seconde. C'est mercredi à la télévision que le soldat a affirmé n'avoir reçu aucune sommation avant que son bombardier ne soit touché. J'ai contrôlé l'ensemble du vol jusqu'à l'explosion du missile. Je pouvais clairement le voir sur la carte et en visuel. Je pouvais voir où se trouve la frontière et où nous nous trouvions. Il n'y avait aucun risque de pénétrer en Turquie. En fait, il n'y a eu aucun avertissement, que ce soit par radio ou visuellement. Aucun contact d'aucune sorte n'a été fait. Nous avons donc effectué les opérations de combat comme d'habitude. Il est important d'avoir en tête la vitesse d'un bombardier et d'un avion de combat F-16. Le copilote a également déclaré que si l'armée de l'air turque souhaitait les prévenir, elle aurait pu effectuer des vols en parallèle, ce qui n'a pas été fait. D'un autre côté, l'armée turque a rendu public ce qu'elle présente comme l'enregistrement audio des sommations adressées aux bombardiers russes avant qu'ils ne soient battus à la frontière syrienne. La majeure partie de l'enregistrement d'une durée d'1 minute 40 est inaudible, cependant, on entend une voix demander un changement de cap. De plus, alors qu'il s'adressait par téléphone à son homologue turc, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que Moscou doute fortement du caractère non prémédité de cet acte, estimant que l'opération semble avoir été planifiée. La Tunisie ferme ses frontières avec la Libye, berceau de conflits islamistes. La déclaration est tombée un jour après l'attentat suicide à la bombe qui a tué 13 gardes présidentiels et fait 20 blessés. Aucune raison n'a été donnée, mais le ministère de l'Intérieur avait déclaré plus tôt que l'explosif utilisé lors de l'attentat était le même que celui des ceintures de suicide amenées de Libye et saisies par l'armée l'an dernier. L'État islamique a revendiqué la responsabilité de l'explosion de mardi. Il s'agit du 3e important attentat du pays en un an. Le président tunisien a déclaré un état d'urgence de 30 jours et imposé un couvre-feu dans le Grand Tunis. La Tunisie est un théâtre de violence depuis l'évincement de l'ancien président Ben Ali en 2011. Plus tôt cette année, les activistes affiliés à l'État islamique ont fait 2 attentats contre des étrangers, l'un dans la station balnéaire de Sousse et l'autre dans un musée de Tunis. L'armée américaine admet que l'attaque aérienne contre un hôpital en Afghanistan était une erreur. 30 personnes y ont péri et un centre dirigé par Médecins sans frontières a pris feu. Le Pentagone a révélé des détails de son enquête sur l'attaque de Kunduz. D'après un rapport préliminaire du Pentagone, ce sont des erreurs humaines combinées à des problèmes techniques et à des faux pas procéduraux qui ont amené l'aviation militaire américaine à cibler les mois derniers un hôpital afghan dirigé par Médecins sans frontières, aussi connu sous l'acronyme MSF. L'attaque a fait 30 morts. L'hôpital a été identifié à tort comme étant une cible par le personnel américain qui pensait frapper un autre bâtiment quelques centaines de mètres plus loin où nous avions été informés de la présence de combattants. Le rapport révèle que l'équipe de vol avait déjà décollé plus d'1 heure avant qu'il ne soit brièvement informé de la présence de bâtiments civils, dont un hôpital. La cible originellement visée aurait dû être une résidence dont les talibans s'étaient emparés quelques jours auparavant. La localisation de l'hôpital de Kunduz
était parfaitement connu de l'armée américaine. Cette attaque était très particulière, très précise, et le bâtiment de l'hôpital est très connu. Ce projet d'hôpital existe depuis 4 ans, et nous avons transmis ces coordonnées GPS précises à l'ensemble des belligérants en Afghanistan. Des problèmes techniques dans l'appareil de combat AC-130 ont limité la communication avec les équipes au sol. Au moment où l'équipage a appris qu'il frappait la mauvaise cible, l'attaque avait déjà été menée. L'armée de l'air américaine en Afghanistan travaille actuellement main dans la main avec MSF pour identifier les blessés et ceux qui ont perdu des êtres chers pour leur présenter des condoléances appropriées. Ces condoléances incluront des compensations financières versées aux blessés et aux familles des victimes. Les Américains ont également entrepris de reconstruire l'hôpital. Parlons de l'affaire des Corées. Des responsables de la République populaire démocratique de Corée et de la République de Corée se sont rencontrés pour tenter d'apaiser les tensions. La rencontre s'est tenue jeudi dans un village frontalier après que les deux pays ont signé un accord pour lequel Pyongyang a exprimé des regrets par rapport à l'explosion de mines près de la frontière qui avait blessé 2 soldats de la Corée du Sud. Le chef de la délégation sud-coréenne Kim Ki-woon a annoncé aux journalistes à Séoul qu'ils allaient exécuter l'accord signé le 25 août dernier. Il est attendu de la RBDC de réouvrir les tours transfrontaliers de la Corée du Sud à la station de la montagne Gumgang si les dialogues progressent. D'un autre côté, il est attendu de Séoul d'essayer de convaincre Pyongyang d'accepter que les réunions de famille se déroulent régulièrement. Le président chinois Xi Jinping se rendra en Zimbabwe et en Afrique du Sud du 1er au 5 décembre 2015. Il participera au forum de coopération Chine-Afrique à Johannesburg. On s'attend à la signature de nombreux accords lors de ce sommet. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré que le président chinois co-présidera le sommet de Johannesburg du 4 au 5 décembre aux côtés du président sud-africain Zuma. Cette année marque le 15e anniversaire du forum. C'est la première fois que la réunion ministérielle a été améliorée en tant que sommet des dirigeants, reflet du développement des relations. Le président chinois présentera les nouvelles idées de la Chine pour la coopération avec l'Afrique. La Chine proposera également une série de plans de coopération dans le domaine de la production industrielle, des constructions d'infrastructures, des ressources humaines, une simplification de l'investissement, un développement vert, un service financier, une paix et une stabilité. La coopération entre la Chine et l'Afrique est basée sur un développement égal et mutuel. Selon Wang Yi, le sommet se concentrera sur l'amélioration du niveau de vie de la population, du combat contre la pauvreté et du soin des femmes et des enfants dans les pays en voie de développement. Il a déclaré que la Chine avait investi plus de 30 milliards de dollars en Afrique et plus de 3000 entreprises chinoises travaillent sur le terrain. La Chine a également construit plus de 5000 km de lignes de chemin de fer en Afrique d'ici septembre. Le sommet passera à une déclaration et un plan d'action pour montrer le programme des dirigeants aux futures relations. L'ambassadeur sud-africain en Chine espère que le plan pourra s'appliquer entièrement. Les points d'échange sont l'industrialisation, la manufacture et le bénéfice. Ce sommet accompagne plus ou moins ce que nous souhaitons faire. Personnellement, je m'attends à davantage d'investissements de la part de la Chine en Afrique afin de garantir que ce que nous disons sera appliqué. Le label chinois Made in China était autrefois synonyme de la réputation de la Chine en tant que producteur mondial. Mais cette idée est de plus en plus dépassée et de plus en plus d'entreprises chinoises s'installent à l'étranger. Une version améliorée du Made in China crée de nouvelles visions sur le continent africain. Reportage de CCTV. Lorsque la technologie moderne rencontre leur vénérable civilisation. En Égypte, le marché du smartphone est en explosion, en particulier grâce à la participation des marques chinoises qui se trouvent dans tous les centres commerciaux et dans toutes les rues.
Avant que les marques chinoises ne fassent leur apparition sur le marché égyptien, le smartphone était un produit de luxe. Aujourd'hui, grâce aux nombreuses marques chinoises en Égypte, les prix sont à présent plus abordables. On peut acheter un smartphone dans de nombreuses zones rurales, le budget reste cependant serré. À ce stade-là, les téléphones chinois leur permettent d'apprécier la technologie avancée. Ihab est un homme d'affaires travaillant au Caire. La majorité des membres de sa famille utilisent un téléphone de marque chinoise. En tant que vrai fan de la marque, il avait une fois acheté 3 téléphones du même modèle à sa sortie. Il y a 2 mois, avec un ami, ils ont créé un groupe Facebook non officiel pour échanger des informations avec d'autres utilisateurs. Cela a fait fureur. Nous avons créé ce groupe il y a 2 mois et aujourd'hui nous sommes 10 000 membres. Tout le monde échange ses informations. Il y a tellement d'utilisateurs qui utilisent Huawei pour la première fois. Ils avaient peur de la production chinoise. Mais en vrai, tout le monde est satisfait de cette marque. Le problème n'est pas le même pour les autres marques. Afin d'assurer une communication efficace pour les Égyptiens, une importante équipe est derrière la marque. Li Peishi est le chef du centre des opérations réseau. Avec une équipe, ils maintiennent un rythme de travail intense, en particulier pendant les vacances. Pendant les vacances, nous renforçons la surveillance dans certaines zones, dont la capitale, certaines destinations touristiques, etc., pour satisfaire l'augmentation du volume. Au mois de juillet de cette année, nous avons connu des problèmes de croissance de volume. Mais grâce au dur labeur de mon équipe, nous avons réglé le problème et garanti une opération de réseau efficace. Mis à part la découverte du marché, il faut travailler davantage. ZTE a aidé le gouvernement égyptien à construire 143 sites pour former des formateurs et donner des cours à distance dans tout le pays. Grâce à l'actuel système, le pays peut augmenter son efficacité et réduire les coûts. Ces 10 dernières années, nous avons donné des cours de formation à au moins 30 000 formateurs. En ajoutant la 3e phase, nous serons capables d'en former plus de 100 000. Les entreprises chinoises ont également installé des centres de formation en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest pour former des talents dans l'industrie de la télécommunication. Il s'agit du plus grand centre de formation d'Afrique du Nord. Il a été construit en 2005. Notre objectif est de transmettre nos compétences plutôt que les données. Aujourd'hui, plus de 100 000 locaux ont rejoint notre programme de formation. Quibi travaille en tant que formateur basé à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il trouve son travail intéressant car il peut constamment apprendre de nouvelles choses, en particulier dans le domaine technique. La formation, en fait, c'est... On s'occupe des outillers, les ingénieurs des opérateurs, donc de nos clients. On leur donne les bagages nécessaires qui va leur permettre de bien travailler, être en mesure d'assurer la maintenance, ainsi de suite. Comme le dit l'adage chinois, donner un poisson à un homme lui permet de se nourrir pour un jour. Lui apprendre à pêcher lui permet de vivre toute une vie. Ces entreprises chinoises font du bon travail dans la commercialisation et la construction d'infrastructures et ils se font de vrais amis en transmettant leur savoir. Merci de nous retrouver pour la deuxième partie de cette édition. C'est le volet du monde de l'économie présenté par Julie. Bonjour à tous. Pour commencer, l'accord de libre-échange entre la Chine et la Corée du Sud devrait être prochainement approuvé après la dernière étape de ratification par le Parlement sud-coréen. Lors d'une réunion de travail cette semaine, la présidente Park Geun-hye a exhorté les parlementaires d'accélérer le processus de ratification. La présidente sud-coréenne a rappelé que le retard pourrait coûter près de 4 milliards de won, soit 3,5 millions de dollars américains de pertes nettes par jour dans les exportations. L'accord de libre-échange entre la Chine et la Corée du Sud a été signé au mois de juillet dernier. Selon l'accord, les deux pays se sont entendus pour réduire drastiquement leurs droits de douane respectifs et de les supprimer pour près de 90% des produits. Grâce à cet accord de libre-échange, la Corée du Sud espère augmenter son PIB d'1 point de % dans les 10 prochaines années et créer plus de 54 000 emplois. La Corée du Sud devrait ratifier l'accord à la fin du mois.
Les banques chinoises sont en rapide expansion en Corée du Sud. Les filiales bancaires des 5 plus grandes banques de Chine attirent de plus en plus de clients qui veulent épargner en renminbi. Les banques chinoises se classent maintenant au 2e rang concernant le montant des actifs détenus dans les banques étrangères en Corée du Sud, après les États-Unis. Yang Kongja retire des yuans chinois pour les envoyer à son fils qui vit en Chine. Yang préfère épargner en monnaie chinoise parce qu'elle a obtenu de meilleurs rendements. Le taux de change a grimpé et a des taux d'intérêt les plus élevés. Yang n'est qu'une parmi tant d'autres Coréens qui choisissent les banques chinoises afin d'éviter des taux d'intérêt bas dans le pays. La Banque de Chine fut la première à ouvrir une filiale en Corée il y a 22 ans de cela. Hwang Tae, le dirigeant de la filiale en Corée, a déclaré qu'il avait été le témoin d'une croissance fulgurante ces dernières années seulement. En 2010, nos actifs s'élevaient à peine à 1,7 milliard de dollars, mais sa valeur est passée à 18 milliards en 4 ans. En seulement quelques années, ce type d'investissement s'est multiplié par 10. Pour répondre à une demande et une croissance en augmentation, la Banque de Chine cherche à acquérir un bâtiment dans le centre financier de Séoul. Moon So-chi de l'Institut de finance de la Corée a affirmé que la Corée du Sud se transformait en centre offshore pour le yuan, ce qui est essentiel pour le projet chinois d'élever à sa monnaie à l'échelle mondiale. Jusqu'à présent, la Chine s'est largement appuyée sur Hong Kong pour internationaliser le yuan. Pourtant, la Corée est un pays très attrayant car elle peut contribuer à accroître l'utilisation du yuan en dehors de la Chine et peut le réaliser d'une manière équilibrée en termes de transactions commerciales et financières. La province du Shandong en Chine partage des liens étroits avec la Corée du Sud. Selon les données, près de 5000 entreprises sud-coréennes ont investi dans cette région. Les deux pays ont signé un accord de libre-échange au mois de juin et de nombreuses possibilités ont vu le jour. Reportage. Grâce à l'avantage géographique et à la politique de soutien, la province du Shandong attire près d'un quart des investissements sud-coréens en Chine. L'accord de libre-échange signé au mois de juin a rendu la province très attractive. Nos produits sont principalement livrés en Corée du Sud et au Japon. Mais comme les coûts de vente baissent, notre compétitivité augmente, ce qui nous ouvre une porte pour le marché chinois. L'accord de libre-échange Chine-Corée du Sud a fait baisser nos tarifs. Nous pouvons acheter nos composants à des prix plus bas. Cela nous permet de réduire nos coûts de production et de vendre nos produits aux acheteurs chinois. Monsieur Kim estime que son entreprise peut économiser jusqu'à 1 million de yuans en coûts de vente grâce à l'accord de libre-échange. Cette année, l'entreprise a investi près de 20 millions de dollars pour acheter davantage d'équipements avancés sud-coréens pour ses usines chinoises. L'accord de libre-échange Chine-Corée du Sud a élargi notre marché. Afin de satisfaire cette demande, nous présenterons ici davantage de haute technologie. Selon l'accord de libre-échange, la ville de Weihai de la province du Shandong et la ville d'Incheon en Corée du Sud ont été choisies comme zone d'essai pour l'accord de libre-échange. Lors des 10 premiers mois, Weihai a approuvé 67 projets de la Corée du Sud, soit une augmentation de 34% en un an. Davantage d'entreprises sud-coréennes montrent également leur intérêt à la ville. Récemment, 11 groupes d'hommes d'affaires sud-coréens ont visité Weihai. Notre entreprise locale a également visité la Corée du Sud afin de trouver des opportunités commerciales. Les accords potentiels sont estimés à une valeur de 10 millions de dollars. À l'avenir, la ville de Weihai réduira progressivement la charge administrative pour les investisseurs sud-coréens. Certains secteurs comme celui du tourisme, de la culture, de la santé, de l'information électrique et de la construction de bateaux s'implanteront en Corée du Sud. Jetons maintenant un coup d'œil aux performances du jour des principales places financières asiatiques.
Les bourses chinoises ont terminé en baisse jeudi. L'indice composite de référence de la bourse de Shanghai des actions A a clôturé à 3807,22 points, en baisse de 0,34%. Et l'indice des actions B a clôturé à 382,27 points, en baisse de 0,65%. L'indice de la bourse de Shenzhen des actions A a fini à 2434,05 points, soit une baisse de 0,77%. L'indice des actions B a clôturé à 1209,64 points, en baisse de 0,31%. La bourse de Tokyo a fini jeudi en hausse de 0,49% dans des volumes faibles en raison de la fermeture des marchés américains pour Thanksgiving. L'indice Nikkei a gagné 87,83 points à 19 944,41 points. Nous enchaînons avec les taux de change, les prix du pétrole et ceux des métaux précieux. Renforcer la connectivité avec les voisins de l'Ouest est un objectif crucial de l'initiative chinoise, une ceinture et une route. Cela inclut les routes et les ponts, mais aussi les télécommunications. Aujourd'hui, la plus grande société chinoise de télécommunications, Huawei, amène le Kazakhstan à l'ère de la 4G. Accélérer les télécommunications. Le travail quotidien au bureau pourrait sembler ordinaire pour de nombreuses personnes. Mais pour Sincheva Meurer, cela lui procure un fort sentiment d'utilité. Elle est l'une des 400 employés locaux à travailler avec le géant des télécoms chinois Huawei au Kazakhstan. Ils font partie d'un projet ambitieux qui a déjà commencé à changer la vie des gens ici. Nous créons un réseau 4G au Kazakhstan. Sans la 4G, la plupart des gens ici utilisent encore des signaux 2G et quelques-uns peuvent utiliser la 3G. Aujourd'hui, les utilisateurs de téléphones mobiles peuvent acheter ici un service 4G, ce qui est 10 fois plus rapide que la 3G et à un prix abordable. Huawei est le seul maintenant à offrir un signal 4G à travers le Kazakhstan. Cela coûte environ 17 $ par mois pour un transfert de données illimité. Meurer dit que son travail, promouvoir la 4G aux clients, n'est pas difficile. Avec le service 4G, je peux maintenant utiliser mon téléphone pour des conversations vidéo n'importe où et n'importe quand, et peu importe la durée. C'est mieux que de faire les appels téléphoniques. C'est pourquoi je suis ici encore, afin d'ouvrir un autre compte 4G pour ma petite amie. Mais le travail de Huawei en dehors du bureau n'est pas si facile. Le collègue de Meurer, Telgat Dusenbaev, est ingénieur à Huawei. Tous les jours, lui et ses partenaires doivent grimper en haut des tours pour faire des vérifications. Bien que cela semble dangereux, en particulier lors des vents violents de l'hiver, Dusenbaev dit qu'entretenir ces antennes est assez facile par rapport à la difficulté de les fabriquer. Avant le projet de Huawei, la plupart des antennes au Kazakhstan n'étaient pas adaptées à la 4G. Donc nous avons dû construire de nouvelles antennes. Il y a un important investissement de la part de Huawei. En même temps, les faibles températures de l'hiver et le vent violent ont ajouté beaucoup de défis. Mais au bout du compte, nous y sommes arrivés. Avec une population de 16 millions d'habitants, le Kazakhstan est situé à un endroit stratégique en reliant la Chine et l'Europe. Mais ce pays enclavé est devenu très isolé à l'ère du commerce maritime. En 2013, la Chine a lancé un projet pour relancer l'ancienne route de la soie et booster la connectivité en Asie centrale. Huawei dit que la connectivité ne veut pas seulement dire construire des routes et des ponts, mais que c'est aussi améliorer les réseaux de télécommunications. Au Kazakhstan, nous avons terminé le premier réseau 4G en Asie centrale. Aujourd'hui, les Kazakhs peuvent utiliser Internet avec une bien plus grande qualité, ce qui rend plus facile et moins coûteux le fait de communiquer et de faire des affaires. Nous construisons une route de la soie dans l'air. L'employée kazakh Sincheva Meurer dit qu'elle est fière de travailler sur ce projet. Elle ajoute que de plus en plus de jeunes comme elle choisissent de travailler avec des compagnies chinoises dans l'espoir de surfer sur la vague du nouveau développement. Voilà, c'est la fin de cette partie du Monde de l'économie. Retrouvez tout de suite Chidan pour la fin de cette édition.
Merci pour ce volet économique et c'est ainsi que s'achève cette édition du journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À très bientôt sur notre antenne.